photos. Et voilà donc la médaille qu'il a reçue au cours de ce congrès mondial de neurochirurgie en 2005 à Marrakech de la main de son Excellence le prince Moulay Rachid. Alors, par la suite, M. Khamlichi n'a pas arrêté de développer la neurochirurgie. Alors la seule solution était de faire une fondation. Comme vous le savez, les fondations, les associations ont des rôles extrêmement positifs dans le développement d'un pays. Alors la fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux a eu lieu à Rabat en 1989. Et à travers cette fondation, nous avons tous travaillé bien sûr, mais sous sa direction. Et sur le plan national, grâce à cette fondation, M. Khamlichi a fait venir des neurochirurgiens du monde entier. Et ceci est extrêmement important parce que les neurochirurgiens marocains devaient côtoyer ces neurochirurgiens du monde. Comme vous le voyez sur ces diapos. Voilà quelques exemples. Il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée sur ça va vous paraître, c'est très technique, sur l'anatomie du polygone de Willis chez le Marocain, qui a été publiée. Voilà quelques études qui ont été faites et voilà quelques photos. On me demande d'aller un peu plus vite. Alors, le développement de la neurochirurgie, la chirurgie de l'épilepsie, donc, notre pays constitue donc, grâce à ce centre de référence, une des grandes unités qui fait de la chirurgie de l'épilepsie. Et cette fondation a acquis la Gamma Knife, qui est un appareil de radiochirurgie qui peut permettre de traiter les toutes petites tumeurs du cerveau sans opérer. Et voilà quelques pays où il y a ce Gamma Knife, aux États-Unis, Taïwan. Alors le Gamma Knife, en Afrique, il y a un seul appareil au Maroc et un appareil en Afrique du Sud. On a organisé également avec M. Khamlichi le congrès maghrébin en 1995. Là, vous voyez une photo et quelques photos de ce congrès maghrébin. Je passe très vite pour... Alors, le Rabat est considéré comme un centre de référence pour la formation des neurochirurgiens africains. Et actuellement, dans chaque service de chaque CHU, dans les 5 CHU du Maroc, Casa, Rabat, Oujda, Fès, Marrakech, il y a un minimum de 5 Africains francophones qui se forment. Voilà les quelques médailles. Il a été médaillé également au cours du congrès maghrébin en 2010 comme étant un des fondateurs de la neurochirurgie marocaine. Alors, très rapidement, M. Khamlichi est un bon joueur de golf, comme vous pouvez le constater ici, à travers ce swing qui est très beau. Il a également d'autres activités qui font un peu sourire. Vous savez, pour faire de la neurochirurgie, il faut savoir prendre des risques. Alors, grâce à sa petite famille, il faut avoir une pensée pour eux, Madame Khamlichi, Youssef, Zeynep et Leïla. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et derrière aussi un grand homme, il y a toujours derrière une femme, il y a toujours une. Merci beaucoup, M. Khamlichi, pour ça vous a ومحطات بارزة من المسار المهنية حافل للبروفيسور عبد السلام الخميشي أدعو معالي الوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سيد عبد السلام الصدقي لتسليم درع التكريم للبروفيسور عبد السلام الخميشي. يتسلم البروفيسور عبد السلام الخميشي درع التكريم للمهرجان الدولي لصنع أمازيغ في لحظة اعتراف بمصالح عالمية متميزة.
الكلمة للبروفيسور عبد السلام الخفيشي لتقديم كلمة بهذه المناسبة. Monsieur le Président de ce magnifique festival international pour l'Ali Amazigh et Président du Centre de mémoire commune pour la démocratie et la paix, Messieurs les organisateurs de cette magnifique soirée, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre invitation et pour cet honneur que vous me faites en décidant aujourd'hui de rendre hommage à une personne, à un médecin qui s'occupe du cerveau. Je crois qu'il y a là un point de rencontre commun avec l'activité de votre centre. Votre centre prend soin de la sauvegarde de la mémoire collective. Et dans mon activité quotidienne, il se trouve que j'essaie de prendre soin de la sauvegarde de vos mémoires, de nos mémoires individuelles. Donc c'est une très bonne, je pense, coïncidence. Et mon intervention de ce soir va tourner un peu autour de ce point, de ce trait d'union entre votre centre et ma propre profession. Quand j'ai reçu votre invitation pour cette soirée, j'ai regardé un peu à travers votre site web, à travers les écrits publiés par votre centre, et j'ai pu apprendre le travail remarquable que vous faites à travers évidemment ce festival international, mais aussi à travers le festival annuel de cinéma. Vous organisez chaque année l'Amador depuis 5 ou 6 ans, même plus. Et à travers aussi, vous avez décidé, j'ai vu, depuis 1 an ou 2, d'attribuer un prix international, justement, pour les institutions, pour les personnes qui appuient vos activités. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les détails des activités de ces différentes manifestations, on se rend compte qu'elles convergent toutes vers un seul objectif, à savoir essayer de sortir de l'ombre notre histoire culturelle, ancienne, contemporaine, pour lui donner plus de dynamique dans son évolution future. Il est certain que c'est un objectif très noble, mais c'est un objectif qui demande beaucoup d'efforts collectifs, de longue haleine, parce que, comme vous le savez, malgré les nombreux brassages culturels, historiques, qui ont défilé sur notre pays, multiples, très riches, et qui nous ont permis quand même déjà de forger, je pense, une tradition assez bien ancrée de tolérance, connue aujourd'hui, mondialement connue pour la société marocaine. Il nous reste quand même beaucoup de choses à faire pour pouvoir réellement construire une citoyenneté marocaine qui se reconnaît dans la multiculture que chaque frange de notre population peut vivre librement, sans exubérance, mais sans gêne aussi, ni contrainte. Une citoyenneté qui se reconnaît dans l'égalité des chances. Égalité des chances qui est appuyée également par le libre choix sans obstacle. Une citoyenneté qui se reconnaît dans le respect de l'autre
abstraction faite, pour utiliser des termes médicaux, abstraction faite de notre génotype, ou de notre phénotype, ou de notre croyance, ou de notre portefeuille. Et c'est là le travail de longue haleine qu'il faut essayer de faire et auquel nous devons en fait tous vous aider pour pouvoir le faire, par un dialogue, par une discussion, par une éducation de notre société. Je ne voudrais pas vous faire une conférence sur la mémoire, comme je le disais tout à l'heure, individuelle et la mémoire collective, quoique, Monsieur le Président, je pense que ça mériterait bien le thème d'un long colloque d'une ou deux journées, mais je voudrais juste vous dire deux ou trois choses, trois caractéristiques de ces deux types de mémoire. Il se trouve que la comparaison entre le rôle que joue la mémoire collective dans la stabilité et l'épanouissement d'un pays, ou le rôle que joue notre mémoire individuelle dans nos caractéristiques, dans notre valeur intrinsèque, extrinsèque, dans notre personnalité, sont extrêmement importantes à considérer dans ce contexte. La mémoire est une des fonctions les plus complexes et les plus fascinantes de notre cerveau. Il nous permet d'emmagasiner des milliards et des milliards d'informations, de les stocker, de les archiver et puis de les sortir chaque fois qu'on en a besoin d'une manière si bien ordonnée pour organiser notre vie, tout le long de notre vie. Il en est de même d'une communauté, d'une société, d'un pays qui doit s'obliger justement à s'intéresser à sa mémoire collective, à la stocker et à s'en souvenir quand il le faut, sans distinction et sans amnésie, plus ou moins, parfois, je ne dirais pas volontaire, mais en tout cas sans amnésie sélective. Une autre caractéristique aussi de la mémoire dans notre cerveau, c'est que toutes les fonctions que nous assumons, ou presque, notre cerveau leur donne une zone particulière dans son anatomie. Il y a une partie qui s'occupe de tel travail, de telle chose, de telle fonction. Par contre, la fonction de la mémoire, il l'assume dans sa globalité. Autrement dit, les 300 ou 400 milliards de cellules cérébrales que nous avons et avec lesquelles nous naissons, elles évoluent toutes pour assurer cette fonction de mémoire. Je pense que ça doit aussi nous permettre de réfléchir et de comparer notre rôle tous dans cette mémoire collective. C'est pas à certains individus de le faire, c'est à l'ensemble, et il incombe à l'ensemble de la société de le faire. Il y a également peut-être une avant-dernière caractéristique. Toute la mémoire que notre cerveau emmagasine, il nous permet de l'utiliser pour l'apprentissage et pour la perfection, pour évoluer toujours dans notre vie. Là aussi, c'est une très bonne chose qu'une société travaille sa mémoire collective, qu'il s'en souvient, mais il faut qu'elle lui serve d'exemple pour évoluer et pour avancer, et non pas scotomiser les erreurs de passé et les oublier là aussi volontairement. Et je crois qu'une des dernières caractéristiques, encore une fois, et je m'excuse si je tarde un peu, il suffit de réfléchir aussi dans cette comparaison, qu'est-ce qui nous arrive quand notre mémoire flanche? Nous perdons tout ce que nous avons, nous perdons notre prestance, nous perdons notre valeur, nous perdons notre personnalité,
Et très vite, on passe les jours de notre vie qui nous restent à la marge de la société. Ben, je crois que c'est là aussi on peut extrapoler pour une société, pour une communauté, un pays qui oublie de scotomiser sa mémoire, qui fait des impasses, des amnésies, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne l'utilise pas pour que ça lui serve d'exemple et qui répète les erreurs, eh bien, là aussi, ça peut rapidement aboutir à une diminution de valeur de cette société, sa désintégration, et en tout cas, elle aura très peu de chances de jouer un rôle aussi bien dans le concert des nations au niveau régional qu'international. Et je crois que les exemples de pays de ce genre et de sociétés de ce genre sont malheureusement très nombreuses. Donc, voilà un peu, si vous voulez, quelques réflexions que le nom de votre institution, de votre centre de quelques étapes de sa vie professionnelle et de sa carrière. Le professeur Al-Samad Azhari, que je remercie beaucoup, il l'a fait brillamment et avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour pour les jours et les années que nous avons passées ensemble à l'hôpital et à discuter des malades. Donc je vous remercie beaucoup, Serge Samad. Mais j'aimerais quand même, il doit y avoir dans cette salle certainement beaucoup de jeunes, peut-être des étudiants, qui se disent c'est important de voir pourquoi ce monsieur il est là. Il y a des choses peut-être qu'il a bien aimées et qu'il a fait dans sa vie. Alors j'aimerais peut-être revenir tout simplement sur 4 ou 5 choses là encore une fois, et je vous demande de bien pouvoir me donner encore 4 ou 5 minutes. Je voudrais tout d'abord dire que je suis un pur produit de l'école coranique et de l'école marocaine publique. Cette école publique, traitée aujourd'hui de tout l'État, comme s'il était né avec cet art, alors qu'en fait, nous le savons tous, c'est l'État que nous avons introduit progressivement dans cette école, en tout cas ceux qui s'en sont occupés progressivement jusqu'à maintenant. Là où je suis né, vous avez vu, dans le fond des montagnes de Rif, je n'avais même pas la chance d'aller à l'école publique. La chance que j'avais, c'est d'avoir un père lettré, frais, donc, qui m'a permis d'apprendre le Coran et beaucoup d'autres choses. Un peu de Chekhlil, un peu de Alfiya, un peu de Jormiya, un peu de Nu'ashir. Donc vous voyez, ça a traîné jusqu'à l'âge de 11 ans, avant d'immigrer jusqu'à Tétouan, à 200 km, pour pouvoir accéder à l'école primaire. Et je dois dire que j'ai trouvé sur mon parcours beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je voudrais leur rendre hommage. Déjà à l'école primaire, j'y ai passé 2 ans au lieu de 5 ans. Parce que chaque fois que j'étais dans une classe un mois ou deux, il se trouvait que je devais passer à la classe supérieure, et puis après, donc ça m'a permis quand même de terminer l'école primaire à l'âge de 13 ans. C'est déjà acceptable. Au moment où je devais intégrer le lycée, la chance s'est fait que un de mes grands frères, Sehmed, que beaucoup parmi vous connaissent, terminait sa faculté de droit à Rabat en 1960 et il a commencé à travailler à Rabat, au tribunal de Rabat, et là il m'a fait un saut que je trouve extraordinaire puisque je me suis trouvé au lycée Moulay Youssef de Rabat, qui était à l'époque et qui reste, j'espère, un des meilleurs lycées de notre pays. Et le chemin, je pense, est ouvert, car, vous le savez, notamment les étudiants et les jeunes originaires de Rif, nous n'avions jamais besoin d'avoir quelqu'un derrière nous pour nous dire de travailler. Même plus que ça. Vous travaillez, vous ne travaillez pas, c'est égal. Donc vous êtes toujours livrés à vous-même. Et heureusement que la quasi-totalité s'était poussée à vraiment bien travailler. Donc de là, la faculté de médecine
et puis la neurochirurgie et toutes les choses que le professeur Zahari a mentionnées tout à l'heure. Je crois que si je dois nous rappeler de ce qui a été de bien dans ce parcours professionnel, je le dis encore une fois aux jeunes qui sont ici, c'est d'une part le choix, à mon avis, que j'ai fait de ma spécialité, la neurochirurgie. Pourquoi ce choix, il s'avère pour moi, 50 ans après, était un bon choix? Parce que la neurochirurgie d'abord s'adresse à l'organe le plus noble de notre corps, et c'est une discipline qui est restée pratiquement inconnue jusqu'aux années 60-70. Vous savez que le cerveau est protégé à l'intérieur d'une boîte crânienne très solide, on ne peut pas le palper, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'explorer avec une échographie. Et la médecine qui a fait plus de progrès, c'est la médecine où l'on pouvait voir, où l'on pouvait palper le foie, l'abdomen, les os, les membres, etc. Et c'est à partir des années 70 qu'il y a eu un progrès énorme en technologie, l'arrivée de scanners, vous en avez entendu parler, de l'IRM et de toutes les autres explorations qui ont fait que la neurochirurgie a fait un progrès extraordinaire. Et je pense que pour ceux qui l'ont intégré à partir de ces années, ça a été un avenir extrêmement important, d'autant plus qu'il y a une utilité indéniable, évidemment, pour les patients. La deuxième chose, le professeur Zahari en a parlé aussi tout à l'heure, c'était l'organisation de ce congrès mondial à Marrakech, qui a mis le Maroc à l'avant-garde de l'Afrique en ce qui concerne les neurosciences et qui lui a permis, grâce à ce programme de formation des médecins africains, d'être réellement le représentant aujourd'hui et la plateforme des neurosciences africaines au niveau du Maroc. Je ne voudrais pas m'étendre davantage. Je vois que le temps presse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je termine en rendant hommage à toutes les personnes qui m'ont prêté main forte, à toutes les personnes qui m'ont appuyé, qui m'ont aidé pour pouvoir arriver. Vous savez, comme on dit, on voit plus loin parce qu'on est assis sur les épaules des géants. Et les géants, c'est ceux qui nous ont précédés, qui ont fait, qui ont construit, et nous, on arrive pour construire dessus. Ces géants peuvent être aussi les personnes qui nous ont appuyés et qui nous ont aidés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je leur rends hommage depuis le primaire jusqu'à